Quand on nous parle de l'esclavage, que ce soit à l'école, à la télévision, dans les discours politiques, on nous parle quasi exclusivement, pour ne pas dire exclusivement, de la traite organisée par les méchants occidentaux dans le cadre du commerce triangulaire. Tout cela ne va jamais sans pleurnicherie, acte de repentance grotesque et souvent un petit billet à la fin, faut le dire. Ah, ces occidentaux, ces hommes blancs de plus de 50 ans, sans eux, sans leur cruauté, eh bien l'humanité baignerait dans la douceur, dans l'amour, dans le partage. Ça, c'est la version officielle, celle qu'on nous rabâche à longueur de discours, d'articles, de journées de commémoration. Mais est-elle vraie ? Oui, les occidentaux ont pratiqué l'esclavage, mais peut-on aller jusqu'à dire que ce sont les seuls, les pires, voire à nier toute autre forme d'esclavage ? Parce que si on prend 5 minutes pour se renseigner un peu, attendez voir. Tiens, traite arabo-musulmane, 17 millions d'esclaves, razzia violente, castration systématique des noirs, infanticide, traitement épouvantable. Oh, voilà un terrain glissant sur lequel il doit être fortement déconseillé d'entrer. Eh ben on va entrer. Cet épisode n'est évidemment pas là pour réhabiliter l'esclavage, ni pour disculper les Européens par rapport à la mise en place du commerce triangulaire, par exemple. Ceux qui me connaissent savent que j'ai rarement, sauf pour troller, une vision manichéenne de l'histoire avec les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Mais cet épisode n'est pas là non plus pour pleurnicher ou pour faire un acte de repentance grotesque, il ne manquerait plus que ça. Non, le but de cet épisode, c'est de faire toute la lumière sur un sujet qui est aujourd'hui totalement occulté, pour ne pas dire tabou, et qui souffre d'un très grand déficit d'exposition. Pourquoi ce déficit ? Eh bien pour tout un tas de raisons culturelles, religieuses, mais aussi idéologiques. Et on va voir ça. Alors je l'ai dit, oui, les Blancs ont pratiqué l'esclavage. Là, je parle du commerce triangulaire principalement, c'est-à-dire les bateaux qui partaient des grands ports européens chargés de denrées de troc. Ils arrivaient en Afrique et les échangeaient contre des esclaves vendus par des négriers noirs, c'est toujours bon à souligner. Ensuite, ils mettaient le cap sur le Nouveau Monde pour y débarquer les Africains, afin qu'ils y travaillent, de manière forcée évidemment, et repartaient vers l'Europe chargés de denrées prisées en Europe, comme le sucre ou le café, le tabac par exemple. Ça, c'est ce dont il est question quand je parle d'esclavage par les Européens, parce que si on parle de l'esclavage en tant que tel, eh bien il faudrait refaire toute l'histoire de l'humanité carrément, parce que toutes les civilisations l'ont pratiqué. Les tribus africaines, les Égyptiens, les Chinois, les Grecs, les Romains, les Sud-Américains, bref, la liste est longue. Ce sont les Portugais qui ont ouvert la voie à l'importation d'esclaves noirs dans le Nouveau Monde. Ils ont été suivis ensuite par les Espagnols, les Anglais, les Français et les Hollandais, en gros. Les Français l'ont certes historiquement moins pratiqué que les premiers, mais c'est surtout une question de durée et de besoin, parce que je peux vous dire qu'en Martinique, en Guadeloupe, dans les Antilles et puis surtout à Saint-Domingue, eh bien ça tournait pas mal. À un moment donné, Nantes était d'ailleurs le plus gros port de traite mondial. Mais ce qu'on peut dire peut-être, c'est que contrairement aux autres, les Français qui sont pris, vous savez, dans une éternelle contradiction entre pragmatisme politique, financier et valeurs chrétiennes, ils vont tenter de réglementer et d'adoucir le sort des esclaves avec le fameux Code Noir de Louis XIV. J'en parle dans mon cours en ligne sur Louis XIV. Alors certes, le Code Noir aujourd'hui, avec nos critères moraux actuels, il peut nous paraître cruel et aberrant, on est bien d'accord, mais il n'en reste pas moins qu'à l'époque, eh bien, c'était une réglementation afin d'éviter les abus et les traitements inhumains. Mais bref, j'entre pas dans les détails, l'esclavage par les Européens, on en parle bien assez, donc je vais pas m'épancher, mais concrètement, grosso modo, il a duré 4 siècles, il a concerné de 9 à 12 millions d'esclaves noirs, il a été aboli en 1835 en Angleterre et en 1848 en France. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, et c'est le cœur du sujet, parlons d'une autre forme d'esclavage et de traite dont on ne parle absolument jamais, c'est la traite orientale ou la traite arabo-musulmane. Et il est d'autant plus incroyable qu'on ne nous en parle jamais parce que, je vous le dis tout de suite, cette traite, c'est la plus meurtrière, la plus violente et surtout la plus importante de l'histoire de l'humanité. Parce que dans l'histoire de l'humanité, on retient principalement 3 grosses traites négrières. La première, c'est la traite intra-africaine, qui, comme son nom l'indique, concernait les Africains entre eux, parce que oui, c'était une tradition africaine bien avant que les Européens arrivent. Cette traite a concerné 14 millions d'individus selon Patrick Manning. Ensuite, eh bien, il y a la traite par les Européens, qui a concerné 9 à 12 millions d'esclaves et qui a duré 4 siècles, je vous l'ai dit. Et enfin, clou du spectacle, si je puis dire, eh bien, il y a la traite orientale, avec non pas 9, non pas 14, mais 17 millions d'esclaves noirs. Et en plus d'être la plus importante en matière de nombre, c'est aussi celle qui a duré le plus longtemps. De 650 à 1920, soit
13 siècles sans interruption. Et avec ces 17 millions de Noirs déportés, la traite orientale représente à elle seule 40% du total des 3 autres traites principales, ce qui en fait le plus grand commerce négrier de l'histoire. Parlons-en justement de cette traite. Elle a suivi l'arrivée de l'islam et a fortement contribué à l'essor de l'empire musulman, parce que suite à la rapide expansion de cet empire islamique, les Arabes ont eu un grand besoin d'esclaves. Comme ils ne pouvaient pas assujettir les musulmans, il a fallu recourir à des personnes issues d'autres pays, d'autres civilisations. Alors d'abord des Européens de l'Est, des Slaves qui étaient vendus par des guerriers caucasiens. Ensuite divers types d'Européens qui étaient littéralement kidnappés suite au raid des barbaresques d'Alger. Et puis enfin, suite à la résistance des Occidentaux, les Noirs. Pour résumer, les Arabes faisaient des descentes en Afrique, des razzias. Ils pillaient et tuaient tout ce qui se présentait sur leur passage. Ils mettaient à sac des régions entières. Et puis, ils raflaient une grande quantité des individus noirs pour les réduire en esclavage. Alors, ça a concerné les régions d'Afrique orientale et occidentale. Les esclaves empruntaient les routes transsahariennes. On les envoyait soit en Espagne mauresque, soit en Afrique du Nord, soit au Proche-Orient, et parfois même en Chine. Et autant vous dire que les conditions de vie de ces esclaves étaient effroyables. Non pas que les esclaves blancs menaient la grande vie, un peu comme un djihadiste dans les prisons françaises, mais les maîtres européens considéraient au moins que l'esclave avait une valeur productive, une valeur marchande, puisqu'ils devaient le maintenir en bonne santé le plus longtemps possible et le faire se reproduire afin de pouvoir l'exploiter le plus longtemps. Vous voyez comme c'est charmant. Et puis par-dessus tout ça, il y avait aussi, bien que c'était caché dans un coin, mais quand même, il y avait la pression de l'Église et les valeurs chrétiennes. Chez les Arabes, c'est pas du tout la même histoire, puisque déjà, il n'est pas question d'aller acheter des esclaves noirs à d'autres noirs, comme le faisaient les blancs sur les côtes africaines, mais il était question de les rafler soi-même avec une extrême violence et de nombreux massacres. Pour vous dire, l'anthropologue franco-sénégalais Tidiane Ndiaye, qui est l'auteur du livre « Le génocide voilé », il explique, je cite, que pour chasser et enlever de force 500 000 individus, il fallait en faire périr près de 2 millions d'autres résistants ou fuyards. Ça vous donne une idée. Ensuite, les conditions de transport sont extrêmement dures et un nombre hallucinant de noirs, d'esclaves, n'arrive pas au bout. Et puis surtout, et là c'est l'une des grandes différences avec la traite occidentale, les noirs sont quasi systématiquement castrés par ablation des parties génitales, quoi. Jusqu'au bas du ventre, ça pique. Soit pour éviter qu'ils ne prolifèrent en territoire musulman et ne se reproduisent, soit pour en faire des eunuques destinés à garder les femmes dans les harems. Dans les deux cas, ça fait pas du bien et puis surtout ça crée une mortalité mais absolument délirante. On parle de 70 à 80% des castrés qui ne survivaient pas et qui mouraient après la castration. Ainsi pour Tidiane Ndiaye, avec ces traitements inhumains, ces infanticides massifs, ces massacres et puis la castration systématique des populations noires, on peut clairement parler dans ces cas-là d'extermination et de génocide. Ce qui n'était pas le cas, factuellement, de la traite transatlantique par les Occidentaux. Il n'y a qu'à constater les chiffres. Aujourd'hui, on trouve 70 millions de descendants d'esclaves sur le continent américain. Et combien dans les pays arabo-musulmans, où il existe d'ailleurs encore aujourd'hui un profond racisme et un profond mépris pour les populations noires, et ça on n'en parle jamais non plus. Les esclaves noirs des musulmans servaient principalement d'esclaves sexuels, de gardiens de harem, de domestiques, d'ouvriers agricoles, de travailleurs dans les mines, ou même de guerriers parfois, et même parfois de guerriers d'élite. Ils n'avaient la plupart du temps absolument aucune valeur humaine. Bon, en Occident c'était un système, je vous l'accorde, assez hypocrite, mais c'était assez ambigu, puisque c'était un esclave, mais c'était quand même un être humain. Bon. Mais en islam, il n'y avait pas du tout cette ambiguïté. On se basait sur le Coran et notamment sur la légende de Cham, pour ceux qui connaissent. Alors je vous laisse imaginer les conditions de traitement qu'on leur infligeait. Au final, le commerce des esclaves noirs par les arabo-musulmans était organisé, structuré, international, tout autant que le commerce triangulaire, mais bien plus important en nombre dans la durée et plus brutal. 17 millions de noirs, je l'ai dit, réduits en esclavage, sans parler des massacres collatéraux, vous vous rappelez du rapport 500 000, 2 millions. Et puis 3 millions de blancs aussi, ceux qui ont été raflés par les barbaresques, et puis ceux qui ont été vendus par les guerriers du Caucase. Au total, ça fait au moins 20 millions juste pour les esclaves bruts, quoi. Et pourtant, on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas ? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, certains pays africains sont aujourd'hui islamisés et souffrent d'une sorte de syndrome de Stockholm.
ils ressentent une solidarité religieuse avec le monde musulman auquel ils appartiennent désormais. Deuxièmement, parce que chaque évocation de ce sujet est systématiquement considérée comme une tentative de minimiser ou de relativiser la traite commise par les Européens, ce qui est débile. Et enfin, parce que vous connaissez tout comme moi l'histoire de l'Occident, on est rentré depuis plusieurs décennies dans une période de culpabilité, de repentance, de soumission et d'autoflagellation. Et je le répète, il n'est pas question ici de relativiser la traite négrière menée par les Blancs au prétexte que les Arabes ont fait bien pire. Il est question de rétablir l'équilibre entre un épisode historique qui nous est aujourd'hui beaucoup reproché et au nom duquel on devrait s'abaisser à tout acte de contrition et à toutes sortes de réparations, et puis un autre épisode qui est totalement passé sous silence. Il n'y a ni compétition mémorielle ni jugement moral sur des époques où justement les valeurs morales n'étaient pas les mêmes, mais simplement, pour moi en tout cas, une vérité et un équilibre historique à rétablir. Si vous souhaitez vous aussi rétablir cette vérité, merci de partager cette vidéo. Et puis si vous souhaitez pour les prochaines émissions me proposer des sujets d'émissions justement, eh bien l'espace commentaire sur YouTube est là pour vous. Je lis tous les commentaires à chaque épisode, donc n'hésitez pas à me faire vos suggestions. Merci et à bientôt.